C'est la seconde partie du plan Abdoulaye Diop, il est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Son Excellence, Monsieur Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Notre troisième invité, Son Excellence, Monsieur Bakary Roussangari, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Et d'ailleurs, justement, je reprends avec le Niger pour cette seconde partie. Monsieur le ministre, le général Tiani, qu'on connaît, qui ne se déplace pas beaucoup, la dernière fois a fait une tournée, allé à Bamako, ensuite à Ouagadougou, dans un contexte sécuritaire pas encore totalement maîtrisé. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Aller voir l'albinos noir? Vous savez, comme on dit, chaque chose a son temps. C'est vraiment chaque chose à son temps. Au début, la guerre, elle n'est pas seulement sécuritaire. Hein. C'est une guerre informationnelle, c'est une guerre médiatique, c'est une guerre économique. Alors au début, qu'est-ce qu'on disait? Le président Tchani ne pouvait même pas aller au rond-point hôpital. Le rond-point hôpital, pour ceux qui connaissent Niamey, la présidence, c'est 100 mètres. Il a commencé à prendre, c'est pas parce qu'ils ont dit, mais quand la nécessité s'est présentée, il a commencé à prendre part à des manifestations qui sont organisées à Niamey. Après, on a dit qu'il ne pourra pas aller à l'intérieur du pays, mais avant ça, il avait effectué des visites au Burkina et au Mali. Il a dit là, il peut se, et même donc à l'intérieur, ah non, il peut se déplacer qu'en avion. Là, il est parti dans la région de Tillabéri, il est parti. Il avait la possibilité d'aller en hélicoptère, par voie aérienne, mais il a choisi d'aller par voie terrestre. Il est parti et il n'a pas fait aller-retour. Il est parti, il a passé la nuit pour montrer justement aux gens que ce qu'on décrit, ce qu'on dit du Niger, c'est pas vrai. Et la preuve, voilà qu'il est dans la région. En fait, on diffuse des informations pour décourager la population, pour montrer pour que la population n'ait plus confiance aux dirigeants qui sont là. Et quand je dis guerre économique, on fait aussi tout pour axifier le pays. Donc nous avons vu des pays comme la France qui nous poursuivent partout, même dans les instances internationales financières, partout où vous partez. La dernière fois, le Niger était passé à la BAD. La France était le seul pays qui a voté contre la France et contre le Niger. Et on est passé au FMI, à la Banque mondiale, c'était pareil. Là, notre Premier ministre, il va quitter lundi pour aller aux assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale. On ne sera pas surpris que la France, malgré, nous on peut comprendre si c'est justifié, mais en réalité, c'est juste un acharnement. Elle a essayé dans un premier temps d'entraîner les autres pays. Maintenant, personne n'écoute la France. Mais on aurait bloqué la vente de l'uranium du Niger désormais. Oui. Est-ce que vous arrivez à écouler finalement? Ce qui s'est passé, c'est qu'après le 26, nous avons nationalisé. Parce que nous sommes attaqués à tous les contrats qui n'étaient pas dans l'intérêt de nos populations, les contrats qui sont nuisibles. Et parmi ces contrats, il y avait le contrat de l'uranium qui était en bonne place d'ailleurs. Donc nous avons bloqué ça. Et puis après, on a nationalisé. Donc quand on a nationalisé, la France n'a pas mieux trouvé. D'abord, dans un premier temps, la France a fait croire aux gens que le stock d'uranium qui était là au coup d'État, à la date du coup d'État, nous l'avons vendu à l'Iran. Ils ont commandé une inspection parce qu'ils étaient certains de ce qu'ils disaient. Ils ont commandé une inspection de l'AEA qui est venue. Elle a constaté que même le calcul qu'elle avait, le tonnage qu'elle avait, elle n'avait même pas le bon tonnage. Ce qu'il y avait, c'était plus que le tonnage que la France a annoncé. Donc si on avait l'intention, de toute façon, on a dit à ces gens-là que si nous avons la volonté de vendre de l'uranium à l'Iran, rien ne nous interdit. La seule obligation pour notre pays, c'est de dire, c'est de déclarer. Donc, et si on doit le faire, on ne le fera pas sous la table, on le fera sur la table. Donc après cette nationalisation, elle a porté le litige devant les instances judiciaires internationales et qui, pour le moment, ont été saisies. L'intention de la France, c'est de faire en sorte que ou c'est avec moi ou c'est jamais.
C'est-à-dire que où on fait notre uranium avec la France, ou on ne le fera pas du tout. C'est un peu ça son intention, parce qu'elle elle est habituée à prendre depuis les années 60 notre uranium à 0 francs. Comme je le disais souvent, et aujourd'hui, ils ont des... Vous voyez la méchanceté. Nous, ce qu'on a demandé à la France, c'est rien d'autre que acheter notre uranium à son vrai prix. Mais elle trouve que c'est trop lui demander. Et elle ne veut pas le faire parce que la logique, c'est quoi? C'est qu'elle s'est dit que cette situation-là, elle est transitoire. Si elle revise le prix de l'uranium, et que après là, ils arrivent à changer, parce qu'ils sont dans cette logique, ils arrivent à changer le gouvernant, ils auront du mal à revenir à la case de départ, puisqu'ils sont dans la logique de ça, donc gardons ça comme ça. Ils préfèrent aller acheter ailleurs, peut-être plus cher que le prix que nous allons leur proposer, mais ils préfèrent ça que de nous acheter notre uranium au vrai prix. Donc en réalité, c'est un uranium qui a fait de la France une puissance, et nous, on a eu la pollution. Mais bon, aujourd'hui, est-ce que l'uranium est resté bloqué ou vous allez réussir à trouver des débouchés? Bien sûr. On n'a pas l'intention de laisser la France bloquer notre production d'uranium. Elle n'a aucun droit, elle n'a pas cette possibilité-là. Tout ce qu'elle peut dire, c'est de réclamer son investissement, non? On va la rembourser, s'il le faut. Si c'est ça. Mais on y va dans les litiges et la France va voir. Nous avons aussi des choses dans ce domaine-là. Nous avons aussi des cartes à jouer. C'est fini ça là où on vient. Non, on ne nous impose plus rien maintenant. Les bonnes décisions, les décisions du Niger sont prises au Niger par les Nigériens, dans l'intérêt du Niger et sur le territoire nigérien. Alors, lors d'une de vos réunions ici à Lomé, vous avez appelé à renforcer la confiance, la solidarité, la coopération militaire entre les États africains, à mutualiser les moyens et ressources pour faire face efficacement aux menaces. N'est-ce pas un vœu pieux, M. Diop, en considération des coups au-dessus de la ceinture que vous recevez régulièrement de certains de vos voisins, l'Algérie par exemple pour le Mali, le Bénin pour le Niger, la Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso et la France pour tous? C'est une aspiration pour l'Afrique. Et ce que nous souhaitons, le président Traoré, le président Goïta, le président Tchani, c'est qu'on travaille à la réalisation de l'unité africaine et d'avoir une capacité africaine qui puisse assurer la dissuasion pour le continent. On n'en est pas encore là, mais c'est ce qui est désirable. Et c'est désirable aussi de travailler à avoir une autonomie stratégique de l'Afrique en tant que continent pour qu'elle puisse se défendre. Mais en attendant cela, nos pays ne sont pas assis. On a déjà mis en place l'AES. Et dans le cadre de l'AES, on a mis une capacité militaire mutualisée entre nos pays où nous travaillons déjà ensemble pour assurer la sécurité. Le Mali, le Burkina se sont tenus aux côtés du Niger quand il y a eu une menace d'intervention militaire contre le Niger. Si l'Afrique avait eu une telle posture de dire que si on attaquait la Libye, l'Afrique allait entrer en guerre, on n'aurait pas eu la guerre en Libye qui a déstabilisé nos pays jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est dire que ce que nous souhaitons pour l'Afrique, nous le faisons dans le cadre de l'AES. Maintenant, il appartient aux autres pays africains, aux autres régions de l'Afrique, de réaliser que nous sommes dans un monde extrêmement violent, nous sommes dans un monde marqué par des rapports de force, il n'y a pas de cadeau. Si tu ne t'organises pas pour assurer ta sécurité, les gens viendront te soumettre par la coercition et pour pouvoir assurer leurs intérêts. Donc c'est ça. Maintenant, les coups sous la ceinture, ça existe. Des pays voisins donnent leur espace à des groupes terroristes, travaillent de connivence avec d'anciennes puissances coloniales, et des pays voisins, comme dans le cas du Mali, abritent des groupes terroristes qui sont projetés dans notre territoire pour créer la menace. Mais comme le ministre Traoré l'a indiqué, le défi auquel nos pays sont en train de se faire face n'est pas un défi uniquement AES. Ça menace tout le continent. Et malheureusement, en Afrique, le problème qu'on a, c'est qu'il y a un manque de solidarité. Pendant que le Burkina, le Mali et le Niger se battent contre le terrorisme, et ce que nous faisons d'ailleurs, c'est pour éviter que le mal n'atteigne certains pays, notamment les pays côtiers. Les gens sont là, ils regardent souvent. C'est même pas qu'on attend une aide matérielle de ces gens, souvent même sur le plan de la solidarité symbolique. Quand nos soldats meurent, quand il y a des attaques,
Les gens préfèrent regarder souvent même des communiqués. On n'a pas. Pourtant, il y a des événements qui se passent à des dizaines de milliers de kilomètres de l'Afrique. On voit des gens qui se déplacent. Donc, je crois que l'Afrique manque manifestement de solidarité et l'Afrique devient souvent spectatrice de ce qui se passe dans notre propre continent. Elle dit qu'elle n'a pas les moyens, mais si l'Afrique mutualisait ses moyens, l'Afrique est capable d'assurer sa propre sécurité. Parce que des pays qui viennent pour aider l'Afrique n'ont même pas la taille du Nigeria souvent ou de l'Afrique du Sud. Donc je crois que c'est un problème mental que nous avons. Nous ne réalisons pas, nous ne nous valorisons pas, nous ne pensons pas que nous avons la capacité. Et tous ceux qui viennent nous aider, en réalité, n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique puisse assurer sa sécurité. Parce que assurer sa sécurité aussi, c'est pour pouvoir protéger nos ressources naturelles, ce que nous avons, dont les autres ont besoin. Donc personne ne viendra faire cadeau. L'AES est venue à la réalisation que nous ne pouvons compter sur nous-mêmes. Et l'Afrique doit apprendre à compter sur elle-même. Ces offres de services de certaines puissances extérieures qu'on va vous aider à assurer votre sécurité, je crois que c'est un mirage. Malheureusement, je crois que l'AES, nous sommes bien réveillés, nous avons compris et nous ne sommes pas dupes désormais. Eh bien, la dernière Assemblée générale Nations Unies, il y a eu une passe d'armes entre les diplomates maliens et algériens. L'Algérie refute les accusations que vous portez contre elle. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez, notamment le fait que, selon vous, le territoire algérien serve de base arrière aux terroristes? Mais l'Algérie n'a jamais répondu à cette question. Les groupes terroristes sont chez elle. Elle n'a pas nié que ces groupes sont là-bas. Ces groupes bénéficient de soutien militaire, politique, etc. Et tous ceux qui sont hostiles au gouvernement malien sont hébergés là-bas. Et on est allé jusqu'à détruire un aéronef drone des forces de défense et de sécurité maliennes. Le Mali a fait un communiqué en publiant les données scientifiques, géographiques de localisation de cet appareil en territoire malien à 9,5 km à l'intérieur du Mali de la frontière de l'Algérie. Nous avons porté la question devant la Cour internationale de justice. Bon, si l'Algérie a des preuves que l'aéronef malien est entré sur leur territoire, elle aurait dû porter ses arguments devant la Cour internationale de justice. Malheureusement, je pense qu'elle a refusé la compétence de la Cour, c'est qu'il y ait un aveu de son implication, parce que manifestement l'Algérie a entravé une opération des forces de défense et de sécurité qui ciblait des chefs terroristes qu'elle protège malheureusement. Et nos pays n'auront pas la sécurité tant que nos voisins sont là à entretenir la menace, à travailler avec des puissances extérieures, à aider des groupes terroristes, des groupes séparatistes contre nos pays. Et dans le temps, l'histoire, j'espère, nous donnera raison, tous ces groupes qui sont entretenus dans son pays vont finir par se retourner contre ceux qui ont été à la base de la déstabilisation de nos pays. Mais M. Traoré, vous avez pratiquement le même problème avec un de vos voisins. Mais pourquoi vous ne convoquez pas une réunion où vous asseyez pour régler ce problème entre Africains? Je ne vois pas la question de cette façon. Entre les Burkinabés et les Ivoiriens, il faut les nommer. Appelez un chat un chat. Voilà, appelons un chat un chat. Ces deux peuples frères, c'est, on va dire, la même grande famille. Et j'aime le dire, nous avons la chance que la frontière a divisé certaines communautés en deux. Ça nous amène à nous asseoir et à discuter de nos problèmes, à nous retrouver pour adorer nos fétiches de part et d'autre, à fréquenter les marchés et voilà, et à célébrer les mariages. C'est pour dire qu'il y a un lien historique qui est là et qui va demeurer. Naturellement, il y a des difficultés politiques au sommet, là aussi, il faut le reconnaître, et qui d'ailleurs transparaissent sur plusieurs situations. Vous avez suivi la question de la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA, je pense qu'on l'abordait tantôt. Tout à fait. Je dirais que même à ce niveau, on n'était pas surpris, parce que si vous avez souvenance, lorsque la CEDEAO avait pris les premières sanctions contre le Mali et qu'elle a improvisé de nouvelles sanctions, l'UEMOA a été instrumentalisé.
pour confiner financièrement le Mali. Et l'UEMOA a encore enfoncé le clou quand il s'agissait Du Niger. du Niger. Bon, c'est pour dire que c'est une institution monétaire qui, normalement, devrait être à l'écart de ces questions politiques et devenir un instrument entre les mains de personnes qui sont elles-mêmes entre les mains d'autres personnes. Et ça, il faut le reconnaître. Et le Burkina a été témoin de cette injustice pendant au moins 2 cycles, alors que les textes prévoyaient clairement la rotation de la présidence. Nous n'avons pas élevé le ton parce que de toute façon, on n'était pas véritablement surpris. Je crois que la justice, finalement, ou du moins l'élan de sagesse, a refait surface et la présidence est revenue naturellement au Burkina. Pour dire que il y a des discours qui ont tendance à ramener ça à des questions de poids économique. Mais quand vous prenez la structure de l'UEMOA, le Mali, le Burkina, le Niger, nous ne sommes pas en queue de fil au niveau du poids économique à l'UEMOA. Nous avons des économies performantes et qui contribuent à la performance d'ensemble de l'économie de l'UEMOA. Donc, il y a des comportements qui malheureusement installent des clivages ou les entretiennent ou les aggravent et qui portent atteinte à la performance globale même de l'Afrique. Je pense qu'Idiop l'a mentionné. C'est une tare et c'est devenu carrément une pathologie dont l'Afrique doit se défaire. Vous avez parlé tantôt des coups bas, des coups en bas de la ceinture. Ça relève justement de cette posture. J'ai mentionné la question de l'extraversion ce matin. Je pense qu'il faut comprendre que ce qu'on nous a appris à l'école par rapport à nos économies qui sont extraverties, il y a pire que ça. L'extraversion intellectuelle nous fait plus de mal parce que nous avons des Africains qui ne pensent la solution qu'à travers d'autres acteurs dehors. Ce que les 3 pays ont proposé, de se retrouver pour aller sur une logique véritablement endogène, prendre conscience de nos capacités, de nos forces, construire, bien entendu en ayant conscience de nos limites, mais construire quelque chose que nous contrôlons, que nous maîtrisons, ça nous permet davantage de nous imposer. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à s'envisager autrement, en dehors de l'extérieur. Et c'est ça tout le problème. Il faut que les Africains réagissent et qu'ils reviennent à un nouveau regard sur eux-mêmes. Ils ne sont pas moins que ceux qui sont de l'autre côté. Ils ne sont pas moins que ceux à travers lesquels ils envisagent toujours leurs solutions. Malheureusement, ce regard est porté jusqu'à un certain niveau au sommet. Et quand vous êtes dans une posture comme ça, il est évident que les différents rendez-vous et les échéances que vous vous fixez en termes de développement, vous ne pourrez jamais être là à bonne date. Et pour aller vers les aspirations des populations, vous avez besoin de revenir à leur niveau, de prendre conscience de vos capacités et de construire. Il faut un nouveau leadership dans nos pays. Et c'est ce qui est aujourd'hui porté par les 3 chefs d'État au sein de l'AES. Le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Abdraman Tchani. Et bien sûr, on voit toutes les adversités auxquelles ils font face et qui commencent déjà au sein de la famille africaine. Équilibrer un peu sur l'adversité à laquelle nous faisons face, qui vient essentiellement de certains chefs d'État, de certains dirigeants africains, mais tout au contraire, au-delà de l'espace AES, il y a quand même une sympathie, des soutiens importants de la diaspora, des populations africaines par rapport à notre cause, parce qu'ils s'identifient un peu, ce qui vient contrebalancer, même dans les pays où les chefs pratiquement se mettent au service de l'étranger pour nous combattre, leurs populations, dans certains cas, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais à force de formuler ces accusations régulièrement, les uns contre les autres, est-ce que vous ne craignez pas un conflit ouvert un jour entre l'AES et un de ses voisins, M. Sangaré? Merci. D'abord, je voudrais dire que tant qu'on n'aurait pas une même définition du terrorisme ou du terroriste, c'est difficile de combattre le terrorisme en Afrique. Parce qu'en fait, ce que les Africains doivent comprendre, c'est qu'il n'y a aucun pays qui peut être en sécurité seul. Ce n'est pas possible. Donc,
des gens que nous considérons comme terroristes, ils sont alliés à des pays pour combattre le terrorisme. Vous voyez un peu la difficulté. Ils sont alliés à des pays pour combattre le terrorisme, alors que nous les considérons. Ce n'est pas qu'on les considère. Ils se sont réclamés, ils réclament être terroristes, parce que quand vous dites que vous ferez tout pour faire échouer, et quand vous prenez certains pays comme l'Ukraine qui a dit publiquement qu'il est en train de les... Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a un problème de fond qui est là. Et le financement du terrorisme, du terrorisme, nous, on l'a compris à l'AES. Personne ne le fera pour nous. C'est à nous de le faire. C'est une question de souveraineté. Et c'est pourquoi on a mutualisé nos moyens. Et je ne sais pas si vous êtes au courant d'un nouveau mode de financement de la lutte contre le terrorisme. Le fonds de solidarité. Ce sont des nationaux qui se lèvent spontanément pour aller donner leur contribution à ces fonds. C'est des milliards et ces fonds-là sont dédiés exclusivement et à la défense et à des actions de développement pour permettre... Si vous avez remarqué, l'année passée, on a eu des inondations, on n'a pas demandé, on n'a pas décrété l'état d'urgence. Et autre chose que je voudrais dire, nous, à la date d'aujourd'hui, nous avons interdit l'aide alimentaire. On a dit qu'on ne veut pas. Même tout récemment, juste avant que je ne vienne, il y a un pays qui nous a écrit pour nous dire qu'il nous offre une aide alimentaire de temps. Moi, j'ai répondu qu'on n'en a pas besoin. Et ça, c'est sur instruction de notre hiérarchie. Si vous voulez convertir cet argent-là pour autre chose, pour financer autre chose, faites-le. Mais si c'est en tant qu'aide humanitaire, parce que c'est avilissant, nous, on veut sortir de ça. Nous savons pertinemment que nous n'avons pas besoin. Laissez-nous gérer nos richesses, avoir la pleine souveraineté de nos richesses. Vous allez voir, on n'aura pas besoin de votre aide. Donc, il y a tellement de questions. À force de ne pas vouloir crever cet abcès, est-ce qu'un jour, on ne risque pas d'aller à une maladie plus grave, un conflit ouvert entre certains de vos voisins? Nous faisons tout pour éviter ça. Et ce que nous demandons, c'est un minimum. Ce que nous demandons, c'est un minimum. Vous ne pouvez pas faire la sécurité avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas confiance. La base. Ce qui nous réunit aujourd'hui à trois, c'est le fondement même, c'est la confiance. C'est-à-dire, on n'est pas là. Si aujourd'hui le Mali pose un acte, le Niger ne creuse pas pour savoir s'il y a rien, si ça cache rien d'autre. Donc nous, on ne veut pas être dans cette configuration-là où vous êtes avec quelqu'un, quand il pose un acte, vous êtes obligé de creuser ou bien de mobiliser des gens pour qu'ils réfléchissent pour voir s'il n'y a pas de sous-entendu, s'il n'y a pas de... Non. Donc, ce que nous demandons à ces pays, c'est qu'ils viennent, qu'on travaille ensemble pour restaurer la vérité. Et visiblement, ils ont des difficultés. C'est au-dessus de leur capacité. Parce que c'est sans passer de ces puissances-là. Par exemple, pour le cas du Niger, on a demandé à notre voisin, il peut faire ce qu'il veut avec la France. Ça, c'est une question souveraine. Mais pas à notre frontière. Et même à notre frontière, il peut le faire, mais qu'il ne nous demande pas de l'ouvrir. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, le vrai travail qu'on doit faire, c'est comme l'a dit Diop et puis Karamago, c'est un problème de culture, d'acculturation. Je crois que c'est là où on a été le plus atteint. C'est là où on a été le plus atteint. Et moi, je le dis souvent à mes collègues au bureau, vous ne pouvez pas combattre quelqu'un en voulant ressembler à lui. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes gens aux affaires étrangères, ils savent faire tous les nœuds de cravate, mais ils ne savent pas comment casser un bonnet. Oui. Parce que pour eux, voilà, voir même quelqu'un en bonnet, en machin, au début, on me prenait pour un paysan. C'est quand ils se sont rendus compte que là où j'ai été dans le monde, jusqu'ici, il y a des pays qui n'ont même pas entendu parler, moi j'ai été là-bas, qui se sont rendus compte que c'est une question de conviction. Quand vous prenez un exemple simple que je vais vous donner, un jour, c'était je crois les tout premiers jours, on m'a affecté un agent du protocole, je suis rentré dans le véhicule, je suis rentré à la cabine, devant le siège à côté du chauffeur. L'agent du protocole m'a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit pourquoi? Il dit non, le ministre il est dehors, il est derrière le côté gauche. J'ai dit pourquoi?
Ah non, c'est comme ça. J'ai dit, c'est comme ça, comment? Expliquez-moi, pourquoi c'est comme ça? Ah non, non, c'est ce qu'on nous a enseigné. J'ai dit, mais c'est pas parce qu'on vous l'a enseigné que c'est forcément vrai. J'ai dit, je lui ai dit, toi et ton papa, si vous êtes dans une voiture qui rentre devant, il a dit, c'est le papa. J'ai dit, si vous êtes sur un cheval, ou à dos de cheval ou à dos d'âne, qui est devant? C'est bien sûr le papa. Donc le retour aux valeurs africaines. Aux valeurs africaines. Et vous ne pouvez rien faire tant que vous, quand vous ne valorisez pas vous-même vos cultures. Comment est-ce que vous voulez que quelqu'un d'autre le fasse à votre place? Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas porter l'habit européen ou machin. Non, mais il ne faut pas négliger le vôtre. Il ne faut pas considérer que le vôtre est moins valorisant que celui de... Et il ne faut pas copier à l'aveuglette. Penser que c'est parce que les Blancs vous ont enseigné pourquoi je vais tenir la cuillère avec la main gauche? Moi, je suis un musulman, c'est interdit de manger avec la main gauche. Non, en fait, c'est toujours de cette extraversion intellectuelle. Alors que quand ces jeunes gens-là, ils voient manger avec, ils viennent, ils vous soufflent à l'oreille, monsieur le ministre, c'est avec la main gauche qu'on tient la fourchette. Moi, si ça me prend de manger avec mes doigts, je vais manger avec mes doigts. On va parler économie pour la suite. Fin août dernier, le général Tiani du Niger a tenu un discours qui nous a fait un peu peur. Il a évoqué des difficultés économiques auxquelles le pays est confronté. Il a donné ses explications, mais dans vos différents pays de Mali, par exemple, est-ce que vous êtes aussi dans le rouge? Vous savez, il y a des défis économiques partout. Les États-Unis ont des problèmes, l'Europe a des problèmes, un peu partout dans le monde, il y a des difficultés. Et nous faisons face. De toutes les façons, personne ne nous fera de cadeaux. Donc nous savons qu'il y a des difficultés, il y a eu des difficultés, il y en aura. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que nos pays ont des potentialités, ont des capacités. Nous comptons sur nous-mêmes. Nos pays travaillent aujourd'hui pour pouvoir développer, en tout cas élargir la base de l'assiette fiscale dans nos pays pour mobiliser davantage de ressources internes. Nous travaillons à pouvoir avoir un meilleur contrôle de nos ressources naturelles. Au Mali, je vous donne un exemple, on a adopté un nouveau code minier qui fait qu'il y a 30% de contenu local qui revient à l'État malien ou aux acteurs économiques maliens et qui nous permet que cette richesse ces minéraux puissent profiter à nos citoyens. Et au-delà, il faut que nous travaillions maintenant à pouvoir transformer nos matières premières, nos minéraux, et industrialiser nos pays pour pouvoir créer de la valeur et renforcer notre résilience, même sur le plan de la consommation. Si nous arrivons à accroître nos productions agricoles, on n'a pas à importer. Donc les difficultés économiques seront là, mais nos populations ont fait preuve d'une grande résilience. Aujourd'hui, le Burkina, le Mali et le Niger ont des chiffres économiques des plus importants de l'UEMOA. Pourtant, ce sont des pays qui font face à un défi sécuritaire extrêmement aigu, mais malgré cela, les performances économiques sont quand même à saluer. Donc, je pense que nous ne sommes pas découragés par ceci, cela. Les difficultés auxquelles nous faisons face, tous les pays du monde font face, mais il appartient à tous les pays aussi de chercher des réponses pour pouvoir renforcer leur résilience. Nos pays ne sont pas pauvres, comme on l'a dit, ils regorgent de richesses. Il faut qu'on s'organise pour que ces richesses profitent à nos populations. Oui, certains disent que une des difficultés économiques que vous rencontrez, c'est dû à l'utilisation du franc CFA. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous pensez sortir de ce carcan? Est-ce que vous allez le faire à la faveur de la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA que le Burkina vient d'obtenir, M. Traoré? Je ne sais pas si c'est ce qui a effrayé certains membres de l'UEMOA pour essayer de séquestrer la présidence du Burkina. Non, je ne pense pas que le Burkina soit dans cette dynamique. La priorité de nos chefs d'État, c'est de reconstruire l'économie de la sous-région. Il est vrai que la question monétaire est régulièrement abordée, mais je ne pense pas que ce soit aujourd'hui ce qui est envisagé. Ils sont dans une dynamique d'abord
de vérité avec leur peuple. Et c'est ça qui fait la particularité. Ils sont dans une dynamique de sincérité avec leur population, faire le diagnostic ensemble, essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour relever les défis. Nous n'avons pas moins de difficultés économiques que les autres pays, comme il l'a mentionné. Mais nous avons maintenant une claire conscience de nos capacités pour adresser les problèmes économiques. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les résultats et les performances que nous avons pu engranger malgré la situation sécuritaire actuelle. Donc je pense que ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il y a un travail qui est en train d'être fait, d'asseoir une base économique solide, maîtrisée, portée par une dynamique endogène. Ça, c'est la priorité. Offrir un cadre légal, réglementaire, pour permettre un développement industriel, pour permettre une participation des acteurs locaux, ça, c'est la priorité. Offrir de meilleures perspectives à la jeunesse pour qu'elle puisse apporter sa contribution à la modernisation de l'économie, ça fait partie des priorités. Le reste, je pense que ça viendra naturellement. Une réponse diplomatique, mais tout le monde sait que vous avez déjà créé une banque d'investissement. C'est l'avant-dernière étape pour créer votre monnaie. M. Sangaré, c'est pour quand la monnaie de l'AES? C'est pour quand la monnaie de l'AES? Je pense que c'est une question qui relève plus des ministres des Finances parce que comme vous savez, l'AES, elle est bâtie sur 3D. Il y a le D de développement, il y a le D de la diplomatie et il y a le D de la défense. Donc, ce sont des questions qui sont plus techniques. Et vous savez, c'est un domaine très sensible. Donc, nous ne sommes pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans ce domaine-là, sur tous ces points précis. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme le ministre Karamago l'a dit, ce que Tchani a dit, ce n'est pas un discours de festif, ça s'appelle de la transparence. Et c'est parce qu'il a confiance à son peuple qu'il le dit. Aujourd'hui, vous savez, quand il y a eu le coup d'État chez nous, il y en a qui ont prédit qu'on ne tiendra pas 2 semaines. Ça fait plus de 2 ans. Sans aide extérieure. Il n'y a pas un seul rond qui est rentré de l'extérieur, à part les accords que nous avons signés avec les institutions internationales. Je veux dire en termes d'aide, en termes d'aide budgétaire. Et comment sont les caisses de l'État? Vous arrivez à payer régulièrement les salaires? On n'a pas un seul mois d'arrêt de salaire. À ce que je sache, on n'a pas un seul mois. En tout cas, moi, j'ai touché... je n'ai pas encore touché le mois de... nous sommes le combien aujourd'hui? Le 13, moi j'ai quitté 12, le 12, voilà. J'ai quitté pratiquement à la fin du mois. Je n'ai pas vérifié, mais je sais qu'à cette date-là, normalement, les salaires... On n'a pas un seul mois d'arrêt de salaire. Et ça, c'est sans aide extérieure. C'est sans aide budgétaire. Et pourtant, on avait dit qu'on ne tiendra pas 2 mois. Donc, moi, je pense que c'est une performance qu'il faut saluer. Ce qu'il a dit, c'est juste pour être de la transparence. Et imaginez-vous si on nous laissait tranquilles pour mettre en valeur nos ressources. Les gens qui nous cherchent des pouces sur un crâne rasé savent très bien que si on nous laissait tranquilles, nous serons en mesure de faire... nous serons en mesure de faire des prouesses économiques. Donc, et c'est pour aussi dire à la population, il faut vous préparer. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien avoir facilement. Nous savons très bien, nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons que le peuple est très résilient. Il a fait preuve de beaucoup de résilience. Quand on voit ce qui se passe, vous voyez... le convoi. C'est 500 militaires qu'on mobilise. C'est des convois des fois qui font jusqu'à 10 km pour pouvoir acheminer. Et ça, sous le regard silencieux de la communauté internationale, qui regarde un peuple comme ça, des peuples comme ça souffrir, ils ne disent rien. 10 km pour faire rentrer des produits pharmaceutiques, pour faire rentrer des produits de première nécessité dans des pays enclavés. Donc c'est pour dire au peuple, vous avez fait preuve de résilience, il faut encore résister. Tout à l'heure, je le disais quand on causait, moi j'étais parti au Venezuela. Avant l'embargo américain sur le Venezuela, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans, c'est en 2015, ils étaient à 2,5 millions de barils jour de pétrole. Aujourd'hui, ils sont à 30 000.
à cause de l'embargo. Mais le peuple n'a pas lâché. Moi, je connais Caracas parce que je suis resté dans la zone. Mais aujourd'hui, quand vous regardez Caracas de 2000, je suis arrivé là-bas en 2017, donc déjà l'embargo était en place. À Caracas d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Et le peuple est là, il fait preuve de résilience. Quand vous prenez Cuba, c'est depuis les années 60, c'est 62, je crois, l'embargo sur Cuba. Donc, c'est pour dire que l'embargo peut avoir ses effets positifs. Hein. Oui, c'est clair, ça permet de construire. Si aujourd'hui ces pays sont presque autonomes, le Venezuela, ils sont en train de reprendre. Ils sont en train de reprendre la production. Ils ont aujourd'hui la capacité de faire fonctionner leur système de pétrolier sans l'aide de l'extérieur. On l'a vu même avec votre partenaire principal, la Russie. Oui. Bon, vous savez, ce qu'il faut comprendre dans les partenariats, c'est-à-dire que nous avons, après avoir fait partie les Français et les autres, nous avons lié des stratégies avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, avec un certain nombre de pays, avec la Turquie, avec le Venezuela, et tous ces pays-là. Ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés à reconstruire nos armes, à mieux équiper, et souvent à des conditions que les autres, dans tous les cas, même avec notre argent, ils ne veulent pas nous vendre. Donc il faut reconnaître que c'est déjà quelque chose. Déjà, le fait qu'ils acceptent, même s'ils nous vendaient cash, moi je trouve que c'est déjà beaucoup. Quand vous avez quelqu'un qui est là, même avec votre argent, il ne veut pas vous vendre. Donc ces pays-là, nous avons lié et nous sommes prêts à faire en sorte que nos ressources soient mises en valeur avec eux en priorité. Mais nous sommes ouverts à la coopération avec tous les pays, comme je l'ai dit, épris de paix et de justice, dans l'intérêt mutuel, mutuellement bénéfique. Il ne faudrait pas que ça soit des contrats déséquilibrés. Voilà, c'est notre repère, c'est vraiment l'intérêt de nos populations. Alors, on sait très bien que celui qui va venir nous aider à faire ceci, cela, c'est parce qu'il trouvera son intérêt. On n'est pas dupe, il ne le fera pas pour nos beaux yeux, mais il faudrait que nous nous retrouvons dedans. Mais, Monsieur Diop, sur la question de la maintenant, à vous entendre, c'est comme si l'AES n'était pas pressé à frapper sa propre monnaie, alors que quand vous écoutez les populations, c'est la priorité des priorités. L'AES parle d'une seule voix. Ne comptez pas sur moi pour ajouter quoi que ce soit à ce que mes deux collègues ont indiqué. Je m'en tiens absolument à ça. Je crois qu'ils ont suffisamment couvert le sujet. Et nous travaillons toujours dans le sens de l'intérêt de nos populations. Ça veut dire que vous gardez votre plan secret? Je dis que je m'en tiens à ce qui a été indiqué par mes deux collègues. Et je pense que nous pouvons parler d'autres sujets également. Oui, mais le sujet économique est important parce que quand vous parlez de souveraineté politique, elle passe aussi par une souveraineté économique, notamment détenir, posséder votre propre monnaie. Vous savez, on peut parler des difficultés économiques auxquelles nos populations sont confrontées. À mon avis, c'est aujourd'hui ça la préoccupation. Donner des routes aux gens, favoriser l'écoulement de nos produits, faire en sorte que leur production soit valorisée. Je pense qu'on ne va pas passer notre journée à disserter sur le type de monnaie, qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui ne viendra pas. Je crois qu'il faut aller sur les préoccupations concrètes de nos populations aujourd'hui. Voilà. Je pense que ça répond à une demande peut-être d'autres quartiers qui ne sont pas nécessairement vraiment le souci du Nigérien, du Malien ou du Burkinabé. C'est clair que on est dans une approche d'abord de budgétisation portée par nos capacités, de discipline budgétaire, de rigueur, et ça, c'est des choses qui sont concrètes, qui sont perceptibles et qui sont en lien avec les performances récentes. Donc, ce qu'il a dit, je crois que c'est tout à fait juste. Voilà. Alors, on va terminer cette émission parce que le général Tiani avait expliqué la conjoncture sociopolitique, conjoncture économique difficile par les manœuvres de l'impérialisme. Alors, les impérialistes vous fatiguent en envoyant des terroristes, en vous coupant certaines sources de revenus.
avec d'autres manœuvres multiformes, parfois la promotion des insurrections. Est-ce que vous allez pouvoir tenir dans le temps? Est-ce que vous avez les moyens disponibles pour faire face justement à ces contingences imposées par l'impérialisme? Monsieur Diop. Vous savez, nos chefs d'État et nos populations ont fait le choix de briser toutes les chaînes de la domination et de la suggestion. Malheureusement, les anciennes puissances coloniales, hégémoniques et impériales n'ont pas encore compris la détermination et la volonté de nos peuples de ne plus se laisser soumettre et d'assumer ce choix, d'assumer le prix et le coût qui viendra avec le choix, de compter sur nous-mêmes et de faire tous les pas nécessaires. Et aujourd'hui, ce ne sont pas seulement nos pays. Dans toute l'Afrique, aujourd'hui, il y a une onde de choc au sein des populations africaines pour aller dans cette direction. Et ces puissances devraient comprendre que ces méthodes ne marcheraient pas. C'est des choses d'un autre temps, ça ne nous fait pas peur, ça ne nous dissuade pas. On connaît leurs méthodes, naturellement, leur plat a été renversé et ils feront tout pour pouvoir le regagner, mais comme il y a une organisation qui a été créée au Mali qui dit qu'on a tout compris. Je crois que c'était ça le plus important. Nous avons compris, nous savons à qui nous faisons face, nous connaissons cet ennemi, nous savons aussi qu'il va continuer à faire ses manœuvres, mais la détermination de notre peuple, son engagement, la mobilisation populaire, notre unité seront des remparts qu'ils ne pourront pas briser. C'est Traoré. Le président Traoré, lors de la dernière interview qu'il donnait, disait ceci. On s'est engagé. Lorsque le doute s'installe, c'est là que vous commencez à vous poser des questions. Je pense que ce que vous avez dit, ce n'est même pas une question qui se pose au niveau de l'AES. L'AES avance avec les populations, avec les communautés, avec les soutiens de part et d'autre. Donc, peut-être qu'il faut regarder de l'autre côté, où les effets sont certainement plus perceptibles. Parce que les clés de lecture qu'on nous donne souvent nous amènent à poser des questions sur nos propres problèmes, alors qu'on oublie que de l'autre côté, vous avez suivi en France les vagues de mouvements tout dernièrement en lien avec la situation économique, elle n'est pas réduisante. Mais ce n'est pas une préoccupation au sein de l'AES. Donc je pense qu'il faut que nous apprenions à avoir nos propres standards d'analyse. Ça nous permet de reconstituer l'Afrique par les Africains, pour les Africains. Et c'est comme ça que nous voyons la situation. Monsieur Sankaré. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que malgré tout, ils ne nous ont pas empêchés de faire des réalisations. C'est-à-dire que... et puis, on ne va pas rester là à subir. Nous allons commencer, parce que comme on le dit, du point de vue stratégique, la meilleure défense, c'est l'attaque. Nous allons commencer aussi à donner des coups. À perturber le sommet de ces gens, parce qu'on ne va pas être là toujours en train de courir derrière des solutions pour des problèmes que nous ont créés. Donc, et quand vous regardez, vous savez, quoi qu'on dise, nos pays ont des problèmes, la France a des problèmes aussi. Quand vous voyez aujourd'hui, moi je pense que notre situation, à tout point de vue, elle se cherche surtout un Premier ministre. Vous êtes candidat? Et le pire, c'est que ces dirigeants français sont isolés chez eux-mêmes. Mais chez eux-mêmes, ils demandent à nos pays d'être démocratiques. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à respecter le choix démocratique chez eux. Donc, quelle leçon ils veulent nous donner? Donc, nous ne sommes pas impressionnés. Leur situation économique n'est pas plus reluisante que la nôtre. Tout à l'heure, je parlais de réalisation. Malgré tout ce qu'ils font, malgré les pronostics qu'on ne tiendra pas 2 semaines, nous avons quand même fait beaucoup. Nous avons fait énormément dans des conditions très difficiles. D'abord, nous avons réussi, pour une fois, à
à faire espérer un peuple. Parce que quand ces événements étaient arrivés, nos pays étaient menacés même de disparition. Nous avons réussi à faire monter en puissance nos armées. Parce qu'il n'y a pas match. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer la situation de nos armées aujourd'hui à celle d'avant l'arrivée de nos présidents respectifs. Nous avons fait dans le domaine économique des choses qu'aucun régime n'a osé faire auparavant. Nous avons fait sortir tous les contrats. Tout ce qui n'était pas bon pour nos pays, on les a dénoncés. Donc on peut conclure, comme l'a dit le général Tiani, que l'AES est sur la bonne voie aujourd'hui. Très certainement, l'AES. Dans tous les cas, l'AES, cette carrière, elle est sur la bonne voie. Et je vais vous dire l'avantage que nous avons par rapport aux Français. Admettons même qu'on soit dans des situations économiques différentes, c'est que nous, il n'y a pas moyen de faire demi-tour. La situation dans laquelle, le chemin dans lequel nous nous sommes engagés, on ne peut pas faire demi-tour. Donc, c'est autant de détermination, quel que soit le temps que ça va prendre, quel que soit le sacrifice à consentir, nous n'avons d'autre choix que de... Vous connaissez un seul pays qui a eu la souveraineté, l'indépendance vraie, la souveraineté sur ses ressources, en empruntant une autre voie que celle que nous sommes en train de suivre. Donc il faut du sacrifice. Au Burkina, en attendant l'albinos noir, l'avenir, il sera rose pour l'AES? L'avenir pour l'AES, c'est clair. Il n'y a qu'à regarder l'alignement entre les aspirations des populations et les décisions qui sont prises. Je pense c'est assez simple. Hein. Le curseur, c'est le peuple. Les décisions sont indexées sur les choix et les orientations des populations et c'est ce qui constitue l'identité de l'AES. Le courage politique qui manquait, il est là. La détermination, elle est là. L'engagement, elle est là. La mobilisation, elle est là. Le reste, il faut juste avancer. Comme l'a dit, il n'y a pas lieu d'hésiter. Il faut avancer. C'est non seulement la bonne voie, mais c'est la voie qu'il fallait. Le général Tiani l'a dit aussi dans une langue malienne que je ne comprends pas, mais avoir son visage... Le général Goïta l'a dit dans une langue que je n'ai pas comprise, mais en voyant son visage, il me semblait qu'il disait que c'est un point de non-retour, l'option choisie par l'AES aujourd'hui. Pour en conclure, M. Diop. Non, c'est évident. Nous n'avons même pas le choix. Le chemin que nous avons suivi, le chemin de la dignité, est un chemin difficile. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Mais si on veut la facilité aussi, je crois qu'on aurait pris d'autres chemins. Donc le chemin, nous savons qu'il est difficile, mais nous savons qu'au bout du compte, ça va nous changer, ça va transformer nos pays. Et le fait même qu'aujourd'hui nos pays se soient totalement libérés de cette chaîne de la suggestion, nous choisissons nos partenaires, nous choisissons les priorités de nos pays sans demander à Paris, à Washington ou à Londres des permissions. Et nous faisons des choix économiques qui vont dans le sens de nos populations. Je pense que c'est extrêmement important, même pour l'armée. Au Mali, quand nous avions la force Barkhane et toutes ses forces, mais il y a même des espaces aériens, des endroits de l'espace aérien malien où nous ne pouvons pas aller sans demander d'autorisation. Aujourd'hui, l'armée malienne opère en toute liberté sur l'ensemble de notre territoire national. Tout ça, ce sont des acquis extrêmement importants. Et aujourd'hui, nous organisons nos économies comme nous voulons, sans qu'il y ait des dictats de donner à une compagnie française ou à donner à telle compagnie. Nous le donnons en fonction des intérêts de nos pays. Et ce chemin, nous allons pouvoir le poursuivre. Et ces pays n'ont qu'à s'occuper d'autre chose désormais. Il n'y a plus cet espace dans nos pays. Merci infiniment. Vous avez eu une journée très longue. Vous avez tenu à répondre à notre invitation. Merci infiniment. C'est aussi votre soutien, ce que nous faisons ici à New World. Merci, Excellence. Merci infiniment. Merci. Et c'est la fin de ce plateau africain. Nous remercions tous les techniciens pour la collaboration. On se retrouve le mois prochain pour un autre numéro. À très bientôt.